J'ai essayé des solutions toutes faites, ce qu'on a tendance à faire en fait quand on est en début de parcours, d'essayer de trouver, tiens, c'est la solution, on essaie de trouver l'ennemi. C'est ça qui m'a causé des problèmes, il faut que je supprime tel aliment de mon alimentation. Voilà, des solutions toutes faites et basiques, et ça ne fonctionne jamais, quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une histoire de terrain, d'équilibre vraiment global du corps. C'est pas une histoire de un aliment qui crée tant de problèmes ou de un ennemi spécifique. C'est toujours le contexte global du terrain, du système nerveux, du système digestif, du microbiote, des hormones. Tout est lié. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de Pas de soucis. Dans cet épisode, j'accueille Victor Guillemin. Victor est coach en santé et en nutrition. Il est spécialisé dans l'alimentation ancestrale. Et dans cet épisode, on a parlé microbiote, SIBO, candida. On a parlé d'exposition au froid. On parle aussi de jeûne intermittent. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Tout ça en lien avec le système nerveux et l'anxiété. Tu vas voir, c'est un épisode absolument passionnant. Je te souhaite une belle écoute et je te dis à très vite. Bienvenue Victor, je suis ravie de t'avoir au micro de Pas de soucis. Merci d'avoir accepté mon invitation, j'adore ce que tu partages sur les réseaux, donc je me suis dit il faut que j'invite Victor sur le podcast. Donc ma première question pour toi, ça sera justement comment t'en es arrivé, toi, à la nutrition, qu'est-ce que tu proposes, qui tu es, dis-nous un petit peu, est-ce que tu peux te présenter et nous dire, surtout te présenter avec un petit historique. Moi, ça m'intéresse de comment t'en es arrivé à la nutrition. Généralement, on n'y arrive pas par hasard. Donc, je t'écoute sur qu'est-ce qui t'a amené là. Écoute, d'abord, Camille, c'est un plaisir du coup de te rejoindre sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Donc, du coup, moi, comment est-ce que j'ai eu contact, on va dire, avec la nutrition, le monde de la nutrition ? Ça a été principalement avec mes propres soucis de santé, en fait, que j'ai développé assez jeune, dans l'adolescence. Donc, tout ce qu'on va mettre, par exemple, habituellement sous l'égide syndrome de l'intestin irritable, des symptômes d'hypothyroïdie, etc., que je traînais du coup depuis un long moment. Donc j'ai cherché très tôt à essayer de rétablir ces soucis-là. Je suis passé par à peu près tout ce qui existe sous le soleil en termes de diète, d'idéologie nutritionnelle, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et de solutionner ce qui m'arrivait. Jusqu'à ce que je décide de me former du coup plus professionnellement pour ensuite déjà solutionner mes propres problèmes, puis pouvoir apporter l'aide que j'aurais aimé avoir. Ouais, donc du coup il n'y a rien qui passait au niveau de la digestion, tout ce qu'on met dans... Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, c'est vraiment... j'ai toujours en fait passé un peu ma vie ballonnée en pensant que c'était normal. Tu vois, des symptômes justement d'un système nerveux qui se régule pas trop correctement. Et donc j'ai toujours trouvé ça normal jusqu'à ce que je me rende compte que c'était quand même problématique. Et donc c'était tout un tas de symptômes, y compris tout ce qu'on met dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire des déséquilibres du microbiote, le SIBO, la candidose, etc. Tout ce qui va un peu rejoindre ça. Ça j'en ai souffert pendant un long moment. Et puis pour essayer de solutionner ça, j'ai essayé d'abord par de l'idéologie, du végétarisme, du véganisme, du cétogène, du carnivore, ce que tu veux. Vraiment passer par tout ce qui existait pour ensuite décortiquer les choses un peu plus précisément avec des infos, on va dire, plus impartiales, mais plus professionnelles, on va dire. Ok, donc il y a deux choses importantes que tu nous dis là finalement, c'est que déjà l'intestin irritable c'est un truc un peu fourre-tout, on met plein de choses là-dedans, alors que finalement il y a du candida, il y a du SIBO, il y a plein de choses, mais on vous dit... vous avez l'intestin irritable, en gros, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mm-hmm. Ok. Peut-être une des questions qui me vient, c'est est-ce qu'il y a des moyens de savoir ce qui se passe ? Et puis, la deuxième chose que tu dis, c'est que tu as essayé plein de choses, finalement, je vais dire des solutions toutes faites, Allez, je vais devenir végétarien, je vais faire le régime cétogène, etc. Et ça n'a pas vraiment marché pour toi. Donc, du coup, là, la question qui me vient, c'est quoi les alternatives ? Donc, peut-être qu'on peut... parler de cette sphère digestive. Tu dis qu'il y a plein de choses qui est là-dedans. Est-ce que toi, dans ta pratique, donc t'es coach de santé, est-ce que tu utilises
voilà, certains tests? Est-ce que tu écoutes les symptômes des personnes? Enfin, comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe, là, les personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'elles peuvent savoir ce qui se passe dans leur microbiote, dans leurs intestins? Ouais, donc ouais, c'est clair, d'où le nom syndrome, en fait, une appellation syndrome, c'est une appellation fourre-tout, par définition, qui est une appellation, voilà, c'est un collectif de symptômes, dont on ne sait pas trop l'origine, dont on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc effectivement, voilà, j'ai essayé des solutions toutes faites, ce qu'on a tendance à faire en fait quand on est en début de parcours, d'essayer de trouver, bah tiens, c'est la solution, on essaie de trouver l'ennemi. C'est ça qui m'a causé des problèmes, il faut que je supprime tel aliment de mon alimentation. Voilà, des solutions toutes faites et basiques, et ça ne fonctionne jamais, quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une histoire de terrain, d'équilibre vraiment global du corps. C'est pas une histoire de un aliment qui crée tant de problèmes ou de un ennemi spécifique. C'est toujours voilà, le contexte global du terrain, du système nerveux, du système digestif, du microbiote, des hormones. Tout est lié, tout est vraiment interconnecté. Et c'est vraiment quand on remonte à l'origine voilà, du déséquilibre qu'on peut trouver une solution. Donc du coup, ouais, y a évidemment des manières de discerner un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire voilà, un intestin irritable, oui, mais quelle origine par exemple, une candidose et un SIBO vont avoir des symptômes un peu différents. Une candidose va peut-être générer des infections fongiques sur le corps. Un SIBO va peut-être créer plus une situation d'eczéma ou des choses comme ça. Où les ballonnements vont être différents, tu vois, vont être corrélés différemment avec tel ou tel aliment. Tu vas peut-être plus réagir au sucre si par exemple tu as une candidose, tu vas peut-être plus réagir aux fibres si par exemple, ou au FODMAP si par exemple tu as un SIBO. Enfin, c'est un exemple comme ça, tu vois, mais il y a vraiment plein d'autres choses et tu peux avoir un syndrome de l'intestin irritable sans même avoir le moindre souci dans l'assiette, juste par une histoire de régulation hormonale et régulation nerveuse. Donc sans vraiment réagir spécifiquement à tel ou tel aliment, mais réagir à peu près à tout. Parce que le problème n'est pas dans l'assiette, il est dans le terrain. Donc tu peux faire des tests, tu vois, on avait évoqué du coup le GI map, il y a pas mal de tests qui peuvent démontrer vraiment l'origine un peu plus précise du souci, mais ils ne sont pas toujours nécessaires. Même d'un point de vue symptomatologie, voilà, en fonction des différentes réactions qu'on a, des différents symptômes qu'on a, on peut discerner un petit peu l'origine de notre intestin irritable. Ouais, donc, et tu parles de... C'est très intéressant, je souligne ça parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui font pas nécessairement le lien et qui se disent pas « Ok, je suis ballonnée tout le temps, on m'a dit que j'avais l'intestin irritable » et ça peut être une histoire de régulation nerveuse ou d'hormones peut-être un petit peu en vrac. Quel est le lien que tu fais là, à cet endroit-là? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui se disent « Ok, mais encore ?» Ouais, c'est que souvent, voilà, quand on dit « Bah tiens, j'ai des soucis digestifs », c'est probablement le produit laitier qu'il y a dans mon assiette, c'est probablement tel aliment. En fait, il faut savoir que la digestion, donc voilà, c'est tout un système fonctionnel qui ne se déclenche par exemple que quand le système nerveux est en mode repos. Tu vois, il y a plusieurs types d'activation du système nerveux, ça tu en sais quelque chose, mais en tout cas, pour que la digestion démarre, pour qu'il y ait des sécrétions par exemple gastriques, pour qu'il y ait des sécrétions enzymatiques, pour qu'il y ait des sécrétions de bile, pour qu'il y ait un bon péristaltisme, tout ça, ça repose sur l'activation du système nerveux en mode repos. Donc quand on va par exemple avoir un blocage du système nerveux par X raisons, par le stress a vraiment 1000 visages. Ça peut être du stress traumatique, hérité du passé. Ça peut être du stress psycho-émotionnel, du stress relationnel. Ça peut même être du stress toxique, si on est par exemple exposé à des toxines, des pesticides, des mycotoxines, des choses comme ça. Ça peut être du stress métabolique, le fait de ne pas manger suffisamment, d'avoir des carences nutritionnelles. Donc tous ces types de stress en fait viennent s'accumuler comme si on avait une réserve qui était finie. Donc tous ces types de stress viennent s'accumuler et viennent donner une perception au corps du monde qui l'entoure. Plus cette perception elle est, on va dire, menaçante pour le corps, plus il va verrouiller un petit peu ses systèmes. Et plus, par exemple, il va rester dans une activation du système nerveux, on va dire fight or flight. Et dans cette activation du système nerveux, il n'y a pas de sécrétion digestive qui démarre, ou beaucoup moins. Donc la digestion ne s'active pas. Peu importe ce qu'on fait rentrer dans le système digestif, la digestion ne s'active tout simplement pas. Le péristaltisme est ralenti, donc on peut être constipé, on peut avoir des déséquilibres du transit. Donc tout ça, sans forcément qu'il y ait un réel ennemi spécifique dans l'assiette, mais juste parce que on a dépassé la capacité de notre système nerveux à encaisser les différentes sources de stress, on n'a pas les ressources pour y faire face, donc il y a un verrouillage des fonctions, parce que le corps se préoccupe plus de survivre, donc d'investir du sang et de l'énergie, par exemple dans tout ce qui va lui permettre de maintenir sa glycémie, tu vois, les hormones de stress,
que d'investir du sang et de l'énergie dans les organes digestifs, les différentes sécrétions digestives et un bon péristaltisme par exemple. Donc ça peut être juste l'impact, tu vois, voilà, accumulation de stress sous diverses formes et l'impact sur le système nerveux qui ensuite a un impact sur les sécrétions digestives. Mais tu peux aussi avoir ça au long terme et ensuite avoir des dérèglements hormonaux. C'est-à-dire quand par exemple le système nerveux il est chroniquement en mode, survie, là tu peux avoir des dérèglements hormonaux entre les glandes surrénales, donc les hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, qui vont aussi incapaciter la sécrétion des substances digestives, des dérèglements aussi au niveau de la thyroïde, qui vont aussi participer à amoindrir les sécrétions digestives, etc. Donc il y a tout un impact en fait, tout est vraiment lié, tout un impact nerveux, hormonal, qui joue sur la digestion. Et qui vont du coup, il vaut mieux se tourner vers vraiment l'état du terrain, l'état de l'équilibre global, plutôt que tel ou tel ennemi dans l'assiette. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis sur le stress aux 1000 visages, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se disent pas « Ah bah tiens, je suis peut-être exposée à des toxines dans ma maison ou je suis dans certaines relations. » Moi, tu sais, je parle beaucoup en message aussi sur les réseaux sociaux, et je parlais justement à une personne il y a pas longtemps qui me disait « Mais j'ai fait ton test là sur l'anxiété, je suis hyper perturbée et je sais plus quoi faire parce que je vois que sur les traumas et sur les relations il y a plein de choses et en fait moi je suis tellement focus sur mon alimentation anti-inflammatoire depuis des années, j'avais pas du tout pris ça en compte et là ça a l'air d'être un gros morceau et donc c'est intéressant, il y a cette ça m'a fait penser, tu sais, à cette étude qu'ils ont fait, je crois que c'est Harvard qui a fait cette étude sur 70 ans pour essayer de déterminer, ok, qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé, tu vois, c'est quoi la longévité, qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé, et le seul facteur discriminant, finalement, la seule différence, c'était des relations de qualité, et je trouve ça hyper intéressant, malgré, voilà, tout milieu social confondu, toute maladie même dans la vie et tout ça, ils ont suivi des jeunes hommes de, je crois, 18-19 ans, un truc comme ça, jusqu'à leurs 90 ans. Enfin, c'est une des plus grandes études qui a été faite, c'est hyper intéressant. Si je retrouve, je mettrai les références dans les show notes. Et donc voilà, pour dire que le stress a 1000 visages, je veux vraiment souligner ça parce que c'est vraiment important ce que tu dis et c'est mon message aussi avec les traumas. Finalement, il peut y avoir tellement d'énergie de survie piégée à l'intérieur et presque on ne sait pas que ça vit en nous et puis on se dit mais pourquoi j'ai tous ces symptômes physiques ? Et du coup, j'ai une question pour toi parce que tu disais que t'es allé vers des choses plus idéologiques au début et là tu dis le stress aussi ça peut être justement des carences où j'imagine qu'il y a des carences donc la cellule elle a pas même assez d'énergie pour produire justement de l'énergie, fonctionner correctement, etc. Donc finalement, est-ce qu'on peut se faire plus de mal que de bien avec tous ces... Voilà, moi je les ai appelés un peu les pièges de toutes ces tendances nutrition là qu'on voit. C'est quoi ton avis là-dessus ? On peut absolument faire plus de mal que de bien. Je pense que d'ailleurs c'est presque la règle, c'est qu'en général on peut avoir une amélioration temporaire des symptômes. Par exemple, j'ai un paquet de gens qui, moi quand j'ai fait du cétogène ou quand j'ai fait du jeûne ou quand j'ai fait sur autre chose, mes symptômes allaient vachement mieux jusqu'à ce qu'ils aillent encore moins bien. Parce qu'en fait, on peut supprimer certains aliments qui pouvaient créer un souci sans régler le problème du déséquilibre de fond, qui fait que de toute façon, on va créer de plus en plus de triggers, tu vois. Il peut y avoir ça, il peut y avoir le fait que du coup, on va, au long terme, créer certaines carences qui peuvent empêcher du coup le corps de correctement fonctionner. Dès qu'on diabolise, on va dire, un type de nutriment ou un type d'aliment ou un truc comme ça, on a tendance en général à se priver de tout un spectre de nutriments qui peuvent être nécessaires justement pour le corps. Et puis aussi, on peut créer une sorte de stress aigu qui, du coup, on peut avoir une activation par-dessus le stress de fond qu'on peut avoir depuis une longue date. On peut avoir une activation de stress aigu. Il faut savoir, les hormones de stress sont anti-inflammatoires. Donc, quand on a par exemple des symptômes inflammatoires et qu'on jeûne ou qu'on fait du cétogène ou de genre de choses qui peuvent, dans un premier temps, sécréter promouvoir une sécrétion de stress aigu de manière importante, on va avoir cet effet anti-inflammatoire et on va se dire je vais vachement mieux parce que mes symptômes sont en rémission. Je ne les sens plus. Sauf que on est en train de cacher les symptômes et d'aggraver le déséquilibre de base, qui est cette histoire de on a accumulé trop de stimulation négative, de stress quant aux ressources qu'on avait à disposition pour y faire face. Et donc on creuse ce déficit-là en masquant les symptômes momentanément par une sécrétion d'hormones de stress un peu plus aiguë, un peu plus intense. Mais par exemple, c'est ça, c'est que
tu parlais des nutriments, donc aussi l'impact des nutriments sur les diverses fonctions, par exemple les fonctions digestives. Par exemple, pour sécréter de l'acide gastrique, on va avoir besoin de zinc, on va avoir besoin de chlorure, des choses qui vont parfois être diabolisées, c'est-à-dire pas le zinc ou le chlorure spécifiquement, mais par exemple les aliments où on trouve du zinc, ça peut être les protéines animales, le chlorure, ça vient certainement du sel. Voilà, c'est des aliments qui peuvent être diabolisés parfois. Donc on peut carrément mettre des groupes d'aliments et de nutriments de côté, alors qu'ils sont nécessaires pour toutes les fonctions. Là, c'est un tout petit exemple que pour la production d'acide gastrique, mais il y a plein d'autres éléments qui vont être nécessaires pour la santé globale, des vitamines, des minéraux dont on se prive quand on fait une alimentation, on va dire, très idéologique, sans forcément prendre la totalité de la situation. Ouais, et merci de dire ça. Moi, je me sens très concernée par ce que tu dis, parce que j'ai été végane pendant presque 7 ans, je pense, un truc comme ça. Et c'était pas facile aussi au niveau de la tête de... Je vais dire m'en sortir, c'est peut-être un bien grand mot, mais de commencer à réintégrer, parce qu'il y a plein de choses, finalement... je vais les appeler éthiques ou idéologiques, mentales, psychologiques, tu vois, qui étaient venues se greffer finalement sur l'assiette et sur l'alimentation. Il y avait un truc de je veux plus me nourrir d'autres êtres vivants, et c'est vraiment, et je suis encore dans le process, moi par exemple. Je mange encore pas de viande, tu vois. J'ai réintégré les produits laitiers de brebis et de chèvres. Les œufs, ça a été la première chose que j'ai réintégré et ça a été le jour et la nuit pour moi. J'ai vraiment senti que, tu vois, je sortais de la survie quand j'ai recommencé à manger des œufs. J'ai réintégré après les petits poissons gras, tu vois, vraiment petit à petit. Et puis parce que ça collait à, les œufs, les petits poissons gras, c'est ok dans l'alimentation anti-inflammatoire. Donc il y avait un truc de, c'est ok pour moi, mais ça a été vraiment, vraiment. Et c'est encore, je vois, un process. Donc c'est vraiment intéressant ça, et je pense que là on fait vraiment lien avec toute la rigidité que peut apporter le trauma en fait. Parce que le trauma il nous rend rigides et on peut avoir cette sensation qu'on contrôle plus rien aussi dans notre vie, et l'assiette c'est un truc finalement facile à contrôler. Mais toi ce que tu nous dis c'est que l'alimentation elle peut aussi nous garder en mode survie. Ah carrément, vraiment c'est surtout dès qu'on... Ça a été mon expérience aussi. Plus j'ai été rigide au niveau idéologique, et je l'ai été, plus j'ai aggravé les symptômes, et plus c'est parce que il y a une perception qui est vraiment, on va dire, partielle du problème. Et tant qu'en fait on ne prend pas suffisamment de distance et qu'on ne relie pas tous les points entre les différentes fonctions physiologiques, les différentes sources de stress qui vraiment, il y en a... un nombre très important, tant qu'on ne relie pas tous les points entre ça, qu'on ne prend pas en compte l'aspect vraiment multidimensionnel de la santé, et qu'on se focalise sur une idéologie spécifique, un groupe d'ennemis spécifique, on peut créer vachement plus de soucis qu'on en avait déjà de base, et renforcer très largement le mode survie dans lequel on était. Et tu sais, c'est intéressant parce que moi, je lis ça vraiment à l'état sympathique. Tu parlais du fight or flight tout à l'heure, cette réponse de combat ou de fuite. Et c'est intéressant parce que quand on étudie ces états du système nerveux, dans le sympathique, il y a vraiment... tu sais, dans le mode de pensée, il y a vraiment ce noir ou blanc, oui ou non. Parce qu'en fait, dans le sympathique, c'est fight or flight. Je dois choisir si je fuis ou je combats. Il n'y a pas vraiment le temps, tu vois, pour la nuance, pour l'holistique, pour avoir cette vision globale des choses. Et donc, quand on est constamment dans cet état, parce qu'il y a du stress chronique dans notre vie, parce qu'il y a tellement d'énergie de survie traumatique piégée à l'intérieur de nous, et qu'on est dans cet état sympathique chronique, et on a vachement de mal. C'est hyper difficile de voir les choses dans leur ensemble, de juste ralentir pour prendre en compte d'autres éléments, parce qu'il n'y a juste pas la place, presque physiologiquement, à cause de notre état de l'état de notre système nerveux, pour la nuance, pour la globalité, pour l'holistique. Et donc c'est vraiment très intéressant. Moi, tu vois, je fais le lien entre ça, et je le vois... moi, j'étais complètement sympathique tout le temps, avant. Et le véganisme, pour moi, ça a fait partie de ça. Il y avait ce truc de ça c'est bien et ça c'est pas bien. Il y avait quelque chose de très rassurant là-dedans, en fait, de pouvoir voir les choses en blanc ou noir. Donc voilà, je veux juste évoquer ça parce que peut-être que ça va parler à des personnes qui nous écoutent. Pour aller, je voudrais aller dans des choses peut-être un peu plus des détails, des choses que j'entends, tu sais, moi souvent. Il y a beaucoup de femmes dans mes programmes.
Et il y en a beaucoup qui ont des problèmes hormonaux, des problèmes de peau, des problèmes de digestion, tout ce qui peut venir avec cette inflammation, cette dérégulation du système nerveux. Et il y en a beaucoup qui testent le jeûne intermittent. Ouais, et je voulais en parler parce que moi, je l'ai testé aussi, ça a été une catastrophe pour moi. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est potentiellement une catastrophe, ou même tout le temps une catastrophe, ou que c'est déconseillé? Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes aussi là-dessus? Voilà, c'est quoi ton avis, ton point de vue là-dessus? Je suis pas mal passé par le jeûne intermittent aussi, qui a été splendide en termes de résultats au début, d'où l'aspect anti-inflammatoire, etc. Je me sentais vraiment très très bien, pour ensuite aggraver très largement les soucis. Et donc il a fallu comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Donc l'avis que j'ai là-dessus, c'est qu'en fait, tout simplement, le jeûne intermittent, quand tu ne manges pas, l'énergie ne tombe pas du ciel. Okay, l'énergie, tu dois soit la déloger de tes propres stocks, soit tu dois la créer en recyclant tes propres tissus, par exemple. Ces processus-là, donc soit le fait de recycler tes propres protéines pour créer du glucose, soit le fait de déloger tes stocks d'énergie, etc., c'est un processus qui est stressant pour le corps. Okay, qui peut donc à terme créer une surproduction d'hormones comme le cortisol, d'hormones comme l'adrénaline, etc. Tout ce dont on va avoir besoin pour se maintenir à flot énergétiquement va être stressant pour le corps. Donc là où on peut avoir, comme je disais, un truc qui masque les symptômes de par l'aspect anti-inflammatoire des hormones de stress, on va creuser la dette qu'on a. Et la dette qui, de base, nous a mis en situation de mode survie, qui a peut-être fait que on avait du coup des sécrétions digestives abaissées, des sécrétions hormonales sexuelles abaissées, des sécrétions thyroïdiennes abaissées. Enfin voilà, il y a tout un système qui peut s'amoindrir dès qu'on est en mode survie. Et ça, on va creuser cette perception menaçante du monde qui nous entoure pour notre système nerveux en restant en mode en jeûne intermittent par exemple. Donc le stress métabolique est un stress très très important. La création d'énergie et le maintien de la glycémie, c'est quelque chose qui est très très important. Donc on va dire oui mais au bout d'un moment on se nourrit de corps cétoniques, on s'adapte à consommer des graisses ou ce genre de choses. En réalité, voilà, n'importe quel processus de création d'énergie, s'il ne vient pas d'une source exogène, sera médié par une forme ou une autre d'hormone de stress. Donc aura un coût métabolique et un coût hormonal. Par exemple, les hormones de stress et les hormones sexuelles viennent du même substrat, tu vois, qui est le cholestérol. Donc quand tu utilises le même substrat, la même matière première pour produire des hormones de stress ou d'autres types d'hormones stéroïdiennes, plus tu produis des hormones de stress, moins tu auras de matières premières disponibles pour tes autres hormones stéroïdiennes. Donc c'est pareil, on peut ralentir totalement son système hormonal, on peut ralentir donc totalement son système métabolique, son système thyroïdien, de par cette sécrétion chronique d'hormones de stress, pour juste se maintenir à flot en termes d'énergie. Donc ça c'est le principal aspect où en fait on ne prend pas en compte ça, on ne prend pas en compte le fait que le jeûne intermittent est un stress. C'est une forme d'hormèse, donc on peut dire c'est un stress positif quelque part, mais le stress positif, l'hormèse n'a de valeur que si on est capable de récupérer du stress qu'on vient de s'infliger. Si on est déjà en mode survie depuis un moment, si on est déjà en carence de certaines ressources, on ne va pas être capable de surcompenser ce stress. Et si on n'est pas capable de surcompenser ce stress, c'est plus de l'hormèse, c'est plus du stress positif, c'est juste quelque chose qui va aggraver les déséquilibres hormonaux, nerveux et métaboliques de notre corps. Donc ça va être le point important. Tu m'as demandé aussi la différence entre, par exemple, hommes et femmes. Je dirais pas que c'est bénéfique pour l'un ou pour l'autre. C'est juste que physiologiquement, un corps féminin est d'autant plus sensible au stress que, par exemple, une physiologie masculine. Donc c'est que ce genre de démarche, par exemple le jeûne intermittent, va pas être positif pour les hommes, pas être positif pour les femmes, mais va avoir des retombées négatives beaucoup plus rapidement, en général, pour les femmes. C'est pour ça que, par exemple, les femmes sont plus sujettes aux soucis de thyroïde. Comme la thyroïde est un petit peu un baromètre de l'environnement, de perception de l'environnement, voilà, si c'est menaçant, on fait des économies d'énergie. Si c'est une période d'abondance, on dépense l'énergie correctement dans tous les systèmes du corps. Donc la thyroïde étant ce baromètre-là, quand les femmes sont sujettes au stress, elles ont beaucoup plus tendance à avoir des soucis de thyroïde que les hommes. C'est principalement pour ça. Donc c'est... N'importe quel stress, même hormétique, comme le jeûne intermittent, va impacter négativement beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais les hommes finiront par avoir des retombées négatives aussi. C'est juste une question de la quantité de stress global auquel on est exposé versus la quantité de ressources dont on dispose. Donc tant qu'on a des ressources pour faire face à ça, on encaisse.
jusqu'à ce qu'on n'en casse plus. Et là, on peut se créer vraiment des soucis beaucoup plus importants que ce qu'on avait déjà de base. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui, comme moi, hein, avant je pensais comme ça, où je me disais, mais les hommes préhistoriques, par exemple, eux, ils avaient des périodes d'abondance et des périodes plus de disette, on va dire, où ils trouvaient moins à manger, et c'était ok comme ça, tu vois. Et on a plein de personnes dans l'hygiénisme et la naturopathie et tout ça qui disent, voilà, le corps supporte beaucoup mieux le moins que le trop. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Déjà, dissocier jeûne intermittent et du jeûne long épisodique. C'est-à-dire, jeûne intermittent, ça va être basiquement un stress chronique. C'est-à-dire, tous les jours, tu mets ton corps dans une situation compliquée d'un point de vue métabolique et énergétique, et ça tous les jours. Alors qu'il n'y a pas forcément de nécessité réelle en termes d'environnement, en termes de saison, en termes de choses comme ça. Et le fait de faire un jeûne épisodique long, c'est-à-dire 24, 48 heures, 3 jours, 5 jours, je dirais max 5 jours, parce qu'après ça peut être problématique, mais ça c'est quelque chose qui, oui, peut être un stress, mais si c'est vraiment bien préparé et vraiment fait sur une physiologie qui peut l'encaisser, et fait dans un certain contexte, là c'est quelque chose où on peut avoir beaucoup plus de retombées positives que le jeûne intermittent. Donc je conseillerais par exemple, là où les hygiénistes, comme tu les évoques, peuvent défendre le jeûne, les bienfaits du jeûne, je ne suis pas totalement en désaccord avec ça, mais les bienfaits du jeûne seront beaucoup plus accessibles par du jeûne long et fait de manière épisodique. C'est-à-dire vraiment de manière hormétique, dans le sens où on peut surcompenser de cette période de stress et on va avoir toute une retombée, on va dire, positive en termes d'autophagie, en termes d'hormones de croissance, en termes de recyclage cellulaire, etc. On va avoir des retombées positives qui seront beaucoup plus importantes que si on fait juste du jeûne intermittent. Donc ça, c'était un peu plus, je pense, ce à quoi étaient exposés les hommes qui ont pu nous précéder, par exemple. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est on ne vit pas dans le même monde. C'est idéologiquement, encore une fois, c'est intéressant de se créer des idéologies pour comprendre le monde. Donc c'est intéressant de se dire, s'inspirer de ce qui a fait des santé peut-être plus robustes par le passé, mais il faut aussi l'adapter au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, on fait face à des dizaines de milliers de polluants chaque jour. Ça, c'est quelque chose qui doit être traité par le corps, qui doit être détoxifié par des organes comme le foie. Et la détoxification hépatique, ça demande plein de micronutriments, ça demande de l'énergie aussi. Donc c'est une demande d'énergie et de nutriments qui est constante, que ces hommes-là n'y étaient pas exposés à toutes ces pollutions-là. Donc on vit dans un monde différent. On vit aussi séparé, on va dire, de la nature. On n'a plus les pieds sur la terre. On est beaucoup moins exposé au soleil, qui sont des sources un peu différentes, mais de création d'énergie pour le corps, au niveau mitochondrial, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup du earthing, du grounding, de par l'aspect des ions négatifs, etc., que c'est un aspect très positif au niveau des mitochondries, au niveau de la création d'énergie. Idem pour le soleil, très positif au niveau de la création d'énergie dans les mitochondries, etc. Ça, c'est des sources, on va dire, subtiles de nutrition auxquelles on n'est plus exposé non plus. Donc, c'est... Plus, en fait, on a de sources de stress, par exemple, toxiques, là, j'ai parlé des pollutions, plus on est séparé de formes de nutrition entre guillemets subtiles, plus en fait on doit justement compenser par l'alimentation. Donc c'est pour ça que paradoxalement le monde qu'il a créé pour lui-même, l'homme moderne, fait qu'il doit compenser par son alimentation ce qui lui manque par son environnement. Donc c'est plus ça, c'est plus d'essayer de se dire oui, il y a des choses qui fonctionnaient par le passé, etc., qui ont fait qu'on n'avait pas telle ou telle maladie dégénérative, maladie chronique, etc., mais c'est s'inspirer de ce qui fonctionnait, mais de l'appliquer dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même un monde vachement différent, beaucoup plus toxique, avec un type de stress aussi qui est vraiment différent. C'est-à-dire, si on en croit les modèles de reconstitution des vies qu'ils pouvaient avoir, c'était une alternance entre une vie plutôt paisible et des moments de stress très aigus. Notre expérience du stress aujourd'hui, c'est quelque chose, on a beaucoup moins de stress aigu, par contre il y a une pression qui est constante, et c'est un stress chronique. C'est pas du tout le même impact métabolique d'avoir un stress chronique qu'une alternance entre une vie paisible et du stress aigu. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être encaissé et compensé par l'alimentation. Donc là on pourrait plus s'inspirer, c'est de se dire quels aliments on avait accès, quels nutriments contiennent ces aliments, et l'impact de ces aliments sur la santé. De se dire plutôt il y avait une richesse micronutritionnelle qui était autre, et ça peut être très bénéfique pour la santé, donc de s'inspirer de ça. Pour le reste, il faut vraiment voir le contexte pour pouvoir adapter son idéologie avec le monde dans lequel on vit actuellement. Ouais, effectivement, j'avais entendu, honnêtement, je sais plus si c'était une coach de santé, mais qui disait
finalement, c'était que 1/3 de l'énergie qui venait de la nutrition. Quand on parle voilà, de ce mode de vie plus ancestral, il y avait tous les ions et les minéraux, de l'eau, tu vois, de boire l'eau des rivières, d'être exposé au soleil, tout ce que tu disais. Et finalement, c'est que 1/3 de l'énergie qui venait de la nutrition. Aujourd'hui, j'y peux imaginer que c'est beaucoup plus, parce que justement, on n'a plus tous ces bons facteurs environnementaux, et notre environnement, il nous attaque plus qu'il nous nourrit, quoi, aujourd'hui, finalement. Oui, exactement. Je veux revenir juste sur le point, tu as prononcé ce mot d'hormèse. Je sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent savent exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur la loi de l'hormèse? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'elle peut être bénéfique? Comment l'utiliser à notre avantage, j'ai envie de dire, et dans quel contexte? Parce que tu disais que c'est pas dans tous les contextes, justement. La loi de l'hormèse, c'est en gros le fait de stimuler le corps en l'exposant à une certaine quantité de stress. Et le but, c'est que du coup, en l'exposant à cette petite quantité de stress, il surcompense en démarrant des processus physiologiques, immunitaires, hormonaux, etc. Il surcompense cette exposition au stress, et que du coup, il y ait des retombées positives en termes de santé qui sont très stimulantes. L'hormèse est censée stimuler l'organisme. Donc c'est par exemple, on dit que le jeûne intermittent, c'est le fait de stimuler une forme d'hormèse au niveau métabolique, le fait de devoir créer soi-même son énergie, etc. Ce qui en soi est vrai, mais dans quel contexte et sur quelle physiologie? Et s'il y a le moindre stress chronique ou choses comme ça qui déjà, on va dire, sature le corps, on peut ne pas pouvoir surcompenser. Par exemple, le fait de s'exposer au froid, le choc thermique que ça peut créer, les demandes en termes de thermogénèse que ça peut impliquer, ça c'est pareil. Si on est capable d'en surcompenser, le stress, c'est une forme d'hormèse, c'est une forme de stress positif. Parce que le corps, voilà, comme on le dit, on peut mesurer, il va y avoir une production de dopamine beaucoup plus importante après l'exposition au froid, il va y avoir une production de certaines cellules, de certains éléments immunitaires beaucoup plus importante aussi. Donc il y a une surcompensation de l'organisme. Mais à quel prix? Et ça dépend vraiment de sur quel organisme on le fait. Ça peut être, par exemple, quand on prend aussi pas mal de plantes pour solutionner divers problèmes de santé. Souvent, les plantes n'ont pas réellement un effet direct sur, par exemple, l'éventuelle bactérie, l'éventuel virus ou l'éventuel problème du corps. Souvent, les plantes vont être une forme de toxine de bas grade qui va stimuler les défenses du corps, le système immunitaire du corps. Donc c'est pareil, on peut se dire qu'il y a pas mal de plantes, il y a pas mal d'huiles essentielles ou de choses comme ça qui vont être de l'ordre de l'hormèse, qui vont par exemple apporter un petit stress, une forme de toxine en fait au corps, qui va faire qu'il va surcompenser au niveau immunitaire ou au niveau détoxification. Donc toutes ces formes de stress de bas grade, le principe c'est de l'infliger entre guillemets à la juste dose à l'organisme pour qu'il soit stimulé et qu'il surcompense. Donc c'est une loi très intéressante qui peut d'ailleurs avoir beaucoup de vertus à l'ère moderne, qui est, on va dire, l'ère du confort peut-être trop abondant dans un certain point, mais pour tirer vraiment les bénéfices de cette perception, de cette idéologie-là, il faut le faire dans un certain contexte. Il faut le faire sur des physiologies qui ont les ressources pour surcompenser. C'est hyper intéressant, je veux partager mon expérience personnelle ici, parce que moi j'ai beaucoup fait les bains froids. J'habite ici en Slovénie, donc j'ai accès à des magnifiques sources cascades et tout, très froides. Et c'est intéressant parce que je le faisais il y a 2 ans. Et je le faisais, je me sentais vraiment bien. Il y avait vraiment une forme d'addiction, hein. Enfin, j'avais besoin d'y aller tous les jours, quoi, faire le bain froid. Et maintenant que, là, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur mon système nerveux, il y a des couches de figement qui se sont relâchées, et donc je sens beaucoup plus mon corps, et je peux plus rester autant dans l'eau froide. Et quand je sors de l'eau froide et que je suis restée un petit peu trop longtemps, je tremble, et j'arrive pas à me réchauffer pendant des heures, les heures qui suivent. Donc je vois très bien que c'était beaucoup trop en fait pour mon organisme, et que mon organisme aujourd'hui il en est pas encore là, et que les bains froids en fait ouais, j'aime bien, mais je sens que c'est pas bon pour moi, quoi. Fondamentalement là maintenant en ce moment, ça le sera un jour parce que je suis sur mon chemin de guérison, mais pas aujourd'hui. Donc c'est pour corroborer et partager une expérience personnelle de ce que tu dis. Ouais, c'est hyper intéressant, et moi j'ai vraiment senti la différence, quoi. Ce que tu dis là, par exemple au bain froid, l'aspect addictif, tu peux être addict à l'exposition au froid pour la même raison que tu es addict au café.
C'est pour cette surproduction en termes de dopamine. Ce qui peut être positif si on a besoin de stimuler sa production de dopamine pour les divers bienfaits qu'il peut y avoir. Mais voilà, ça peut être, quelque part, c'est une situation stressante. Le café est un stress pour le corps aussi. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il aide à la production de dopamine. Donc l'aspect addictif, tu peux l'avoir en plus par rapport à tout ce qui va être... on peut avoir de l'addiction au sport aussi. Chose qui va créer un stress monstrueux pour le corps métabolique. Mais on est addict aux hormones de stress et aux neurotransmetteurs correspondants, tu vois. Et là, le fait que, par exemple, les bains froids aujourd'hui, tu puisses plus surcompenser en termes de thermogénèse, c'est parce que, c'est pareil, il y a un prix de s'exposer au froid. Le coût, il est colossal en termes de thermogénèse. Ça, encore une fois, c'est régulé par la thyroïde, par exemple. C'est régulé aussi par les surrénales. La première réaction que tu vas avoir en te mettant dans le froid, c'est de créer de l'adrénaline. Donc, quelque chose qui, si tu en crées trop souvent, de manière trop régulière, peut être vachement délétère en termes d'équilibre hormonal. Donc il y a un coût qui est immense. Tu peux faire de l'hypoxie aussi. C'est-à-dire que quand tu es exposé au froid, tes cellules vont... l'influx sanguin va être totalement changé. Tu vois, le sang va aller vers les organes, par exemple, vitaux. Et tu vas avoir une hypoxie, on va dire, au niveau de tout ce qui va être périphérique. Et l'hypoxie, c'est moins de sang égale moins d'oxygène. Moins d'oxygène égale vraiment des soucis pour les cellules, des soucis pour les mitochondries, etc. Si tu n'es pas capable de surcompenser ce manque d'oxygénation temporaire, ce manque de circulation temporaire, parce que le système n'a pas les ressources, tu crées beaucoup plus de dégâts que tu ne fais du bien. Ouais, j'avais écouté une interview avec des personnes qui sont... des spécialistes du système nerveux, ils parlaient justement des bains froids et des personnes qui peuvent être envahies de ce calme comme ça dans l'eau froide. Et en fait, quand on va dans cet état-là, c'est vraiment cet état dorsal du parasympathique. Et c'est ça, c'est cette conservation d'énergie, c'est ce que tu dis, le sang qui va vers les organes vitaux. Et c'est un peu, c'est super, t'es super calme parce que t'es en train de mourir en fait, concrètement, là dans l'eau et il faut que tu sortes, genre c'est trop. Mais c'est vraiment ça en fait. Et c'est pas du tout, du coup là ça nous permet juste de faire cette distinction, c'est pas du tout cet état parasympathique rest and digest dont tu parlais au début, dont on a besoin pour la digestion et pour que toutes les fonctions de l'organisme elles se passent du mieux possible. Là c'est vraiment différent, c'est le parasympathique de survie et c'est pas comment je vais dire ça ? C'est pas le bon parasympathique, je vais le dire comme ça, mais on veut pas diaboliser non plus cet état dorsal qui est hyper important dans les moments justement de stress aigu dont tu parlais. Si j'ai un gros accident, que je commence à saigner, je suis très heureuse que mon système se mette au ralenti et en mode survie. Donc on en a besoin, mais on en a vraiment pas besoin au quotidien. Donc c'est ce que tu nous dis. C'est quoi les principes ? Là, on est parti un peu dans l'eau froide et tout ça, mais je voudrais revenir dans l'assiette juste un instant. Tu parles pas mal de nutrition ancestrale. Du coup, tu l'as évoqué, mais super rapidement. Là, il y a des micronutriments qui sont intéressants. On peut s'inspirer de ce que faisaient les hommes qui nous ont précédés, en ayant à l'esprit que on n'a plus le même mode de vie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des grands principes de cette nutrition ancestrale ? Est-ce qu'il y a peut-être plus que des grands principes, des conseils que toi tu donnes très régulièrement, des choses qui reviennent. C'est quoi un petit peu le b.a.-ba de la nutrition ancestrale pour toi ? Paradoxalement, tout à l'heure je disais oui, attention, faut pas tomber dans l'idéologie nutritionnelle. Et j'ai un cheval de bataille qui est une idéologie nutritionnelle, l'alimentation ancestrale. Mais en fait, justement, c'est un paradoxe, mais pas tant que ça, dans le sens où la perception nutrition ancestrale a été celle qui a, on va dire, réconcilié tous les prismes. Il n'y a pas spécialement, tant que c'est un aliment, tant qu'il est naturel, tant qu'il n'y a pas spécialement d'ennemis spécifiques ou de vraiment de choses à bannir totalement, tout un groupe d'aliments, tout un groupe de nutriments à bannir. Donc ça a été vraiment plus le prisme qui a réconcilié le tout et qui a, on va dire, changer les choses en termes d'arrêter de percevoir les ennemis sous forme de, des menaces secondaires. Souvent on dit, non, tel aliment, il va être acidifiant, tel aliment, il va être inflammatoire, tel aliment, il va être ci, il va être ça. Et c'est de penser plus en termes de nutriments, dans le sens où le corps fonctionne et régule absolument tous les processus au moyen des nutriments. Et en fait, c'est un peu comme si on pouvait vraiment simplifier la santé en termes de carence nutritionnelle. C'est-à-dire que le corps sait faire
absolument tout ce dont il a besoin de faire par rapport à son environnement, par rapport à toutes les formes de stress, par rapport à tout ça. Il sait tout gérer à partir du moment où il a suffisamment de nutriments pour le faire. Et donc en fait c'est plus d'avoir ce prisme-là, plutôt qu'un prisme exclusif en termes de tel ou tel aliment ont des entre guillemets des menaces secondaires, de penser si j'apporte plutôt tel nutriment, mon corps va fonctionner de telle manière, mon foie va correctement détoxifier, mon intestin va correctement marcher, je vais produire suffisamment d'acide gastrique ou de telle hormone ou de telle autre. C'est vraiment de changer de prisme et de voir l'alimentation comme une fondation, pas comme un royaume de restrictions. C'est vraiment mettre en place une fondation nutritionnelle qui te permette donc d'encaisser, on va dire, la totalité du monde et de la vie. Donc les prismes, c'est vraiment très simple, les prismes d'une alimentation ancestrale, ça va être d'essayer de privilégier les aliments absolument bruts, absolument non transformés, des aliments que tu peux trouver à l'état naturel. Et quand c'est des aliments qui sont un peu plus compliqués à digérer, de les préparer correctement. Donc vraiment la genèse de l'alimentation ancestrale, c'est les travaux de Weston Price, tu sais, qui était un dentiste qui allait étudier toutes les populations, on va dire, qui étaient encore indigènes à l'époque où de notre côté on démarrait la révolution industrielle. Et eux n'avaient pas été exposés donc aux aliments industriels, ils étaient encore en train de consommer des aliments naturels, etc. Et il a vu une vraie différence de santé, une vraie différence de vitalité, une vraie différence au niveau des dents. Bon, lui était dentiste, donc ça l'intéressait particulièrement, mais c'est quand même un beau miroir de la santé. Il y avait une vraie différence en termes, il n'y avait pas de maladies dégénératives, de maladies chroniques chez eux, etc. Et pour la simple et bonne raison que ils avaient une alimentation vraiment brute, non transformée, qui se trouvait à l'état naturel, qui était correctement préparée quand les éléments n'étaient pas forcément digestes, parce que la digestibilité, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit riche en nutriments comme aliment, mais il faut que ce soit aussi biodisponible, digeste. Donc c'est-à-dire privilégier vraiment les choses qui ne vont pas avoir un excès de fibres ou un excès d'antinutriments ou un excès de choses qui impactent négativement notre digestion ou notre système digestif. Et s'il y a des aliments qui en contiennent, c'est de correctement les préparer. On parle beaucoup de germination, on parle beaucoup de fermentation, on parle beaucoup de trempage, etc. Chose que les populations indigènes faisaient pour des aliments comme des légumineuses, comme des céréales, etc. Ils préparaient toujours correctement les aliments qui étaient les moins digestes pour que ça ait un impact le moins négatif possible sur leur système digestif, et ils consommaient tout ce qui pouvait être accessible et le plus nutritif possible, ils le consommaient autant qu'ils pouvaient. Et donc ça inclut des choses qui sont souvent diabolisées aujourd'hui, comme des graisses animales, comme des abats, comme des protéines animales en tout genre. Ça inclut les fruits de saison, les légumes, les tubercules de saison, etc. Donc vraiment des éléments qu'on trouve simplement à l'état naturel et qui sont assez disponibles pour l'homme. Et ceux qui sont moins digestes, par exemple, il y avait des populations qui consommaient des céréales, il y avait des populations qui consommaient des légumineuses, mais à chaque fois c'était fermenté, trempé, préparé au levain, ou ce genre de choses. Donc les préceptes, très simplement, c'est ça, c'est riche en nutriments, naturels, bruts, non transformés et disponibles à l'état naturel, et correctement préparé, s'il y a une forme de complexité digestive. Donc encore une fois, c'est tous les antinutriments, le gluten, l'excès de fibres, etc. Ce genre de choses. Donc c'est des préceptes assez simples. La localité, la saisonnalité, c'est aussi des choses qui peuvent rentrer en compte et faire qu'une alimentation est adaptée à un homme ou à un autre. Assez simple et en même temps qui peut être difficile. On parlait de notre environnement. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Moi, j'aime bien illustrer avec des choses personnelles et je vais te poser une question un peu plus personnelle là-dessus. Moi, ici, je suis en Slovénie, on habite vraiment dans un tout petit village, donc on va chercher les œufs des poules juste à côté, on va à la ferme chercher les laitages, il y a le petit magasin là qui est de la coopérative, donc on a quand même là, en été, on a le potager, donc voilà, il y a plein de choses mais ça prend du temps. Tu sais, moi, je vais tous les matins dans le potager, prendre le persil, les épinards et tout pour faire mon omelette du matin. Et je travaille depuis la maison et je me dis, ouais, quelqu'un qui est en ville où il y a plusieurs enfants, comment tu gères toi ça au quotidien ? Alors c'est vrai que déconstruire tout le système dans lequel on s'est enfermé aujourd'hui, ça prend du temps, ça peut même demander de l'argent, c'est pas forcément très très simple par rapport à ça, ça peut demander une organisation logistique qui est différente, c'est clair. Mais d'un point de vue simple, c'est juste pour percevoir, en fait, c'est juste un prisme. Alimentation ancestrale, ça veut tout rien dire. Il n'y a pas
une liste d'aliments qu'il faut suivre pour tout le monde. C'est juste un prisme pour bien choisir ces aliments. Donc, comment gérer ça? C'est que voilà, ce qui est accessible là où on est, etc., en fonction de la localité, de la saisonnalité, des possibilités logistiques qu'on a, c'est juste, ça donne un prisme pour voilà, quel aliment va me nourrir, quel aliment va être vraiment digeste et biodisponible pour moi. Et c'est de choisir ça. C'est-à-dire que même si on n'a pas forcément la possibilité de faire pousser des trucs dans son jardin ou d'avoir le petit éleveur qui est en face de chez nous, etc., même quand on va encore dans un supermarché ou qu'on fait ce genre de choses, c'est juste d'avoir un prisme pour choisir les bons produits. Un truc qui ne va pas être transformé, qui ne va pas être blindé d'additifs, qui ne va pas être... voilà, vraiment un élément, juste l'ingrédient, c'est l'aliment. C'est vraiment, il n'y a pas de liste d'ingrédients, c'est juste, tu choisis des aliments élémentaux, et de ça, tu fais au plus simple... de ça, tu peux créer une forme de simplicité, quoi, qui est quelque part l'ultime sophistication en termes d'apport nutritionnel. Donc voilà, c'est plus juste un prisme pour bien choisir les aliments qu'on met dans notre alimentation. Ensuite, vraiment, on peut individualiser avec les goûts, les possibilités logistiques, financières, les possibilités au niveau des saisons, au niveau de la localité. Enfin, c'est vraiment à individualiser, mais ça nous donne un prisme. Juste de qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va nourrir ton corps de manière digeste, sans que ton système digestif ait à travailler beaucoup, qui va apporter tous les micronutriments et les macronutriments dont tu as besoin pour bien fonctionner, et voilà, qui est brut dans son état naturel, sans additifs, qui n'a pas été dénaturé, qui n'a pas été... parce que d'un aliment, par exemple, on va reprendre les produits laitiers, tu parlais du fait que tu allais chercher ton lait, d'un aliment à l'état brut et naturel, tu peux créer quelque chose d'assez toxique. Juste par le processing. Par exemple, des produits laitiers. Aujourd'hui, on entend beaucoup, les produits laitiers, c'est inflammatoire, c'est acidifiant, c'est mauvais pour la santé, ça crée des mucosités, etc. Par exemple, les produits laitiers crus disposent encore d'enzymes, disposent encore de bactéries. Les protéines n'ont pas été dénaturées, elles sont en très bon état. Pareil pour les acides gras. Donc tout ça va être beaucoup plus digeste. Tous les ferments, les enzymes, les bactéries, etc. vont aider à la digestion, par exemple, du lactose. Il va y avoir une petite portion de lactase. Donc de cet aliment qui est vraiment complet, d'un point de vue nutritionnel, mais aussi microbiotique, etc., qu'on peut dont on peut se nourrir très bien, qu'on peut vraiment assimiler, on peut créer un poison, par exemple en le stérilisant. Et là, on va détruire tout ce qui va être enzyme, on va détruire tout ce qui va être microbiotique, on va dénaturer les protéines, on va dénaturer les acides gras, et on va créer un produit qui du coup est indigeste et potentiellement inflammatoire. Du même aliment, en fonction de la transformation, on peut avoir un aliment qui est très très nourrissant, très très bon pour la santé, et un aliment qui est totalement acidifiant, indigeste, inflammatoire, juste par la transformation. C'est un exemple parmi d'autres. Ouais, on le voit clairement. Moi, je suis pas encore revenue à la vache. Justement, ça c'est une question que j'ai. Est-ce que du coup, selon toi, toutes les allergies qu'on voit aujourd'hui, c'est dû à ce mauvais traitement, je vais le dire comme ça, des aliments? Parce que tu vois, je vais te prendre mon exemple. Ma mère et moi, par exemple, des tout petites, des tout bébés, c'était impossible le lait de vache, tu vois, c'était tout de suite de l'eczéma partout et tout, et c'est intéressant de voir que des bébés, tu vois, bon, on sait qu'il y a toutes les toxines qui passent in utero et tout ça, mais du coup, on a créé ces allergies finalement. Alors c'est vraiment plurifactoriel, on va dire. Déjà, il faut savoir que les tout petits enfants ont de base un intestin qui est poreux. Okay, c'est comme ça que s'initie le système immunitaire, en s'exposant justement à diverses stimulations. Donc déjà, c'est pour ça qu'on peut rapidement créer des réactions quand on est à cet âge-là. Mais au-delà de ça, ensuite, quand on évolue, quand on grandit, etc., on peut quand même rester avec des allergies, des intolérances, ce genre de choses. Et c'est là où ce qui va être vraiment important, c'est l'état de la muqueuse intestinale. Donc la porosité, ensuite, elle n'est pas censée se maintenir. Et il y a énormément de choses qui peuvent agir sur la porosité intestinale, notamment les toxines. Tu parlais des toxines qui peuvent se transmettre de la mère à l'enfant, ou les toxines qu'on a dans l'environnement, ou les toxines qu'on peut avoir. Il y a plein de produits qui nous entourent qui peuvent être toxiques. Ce genre de choses peuvent détraquer la muqueuse intestinale très rapidement, même étant enfant, tu vois. Et par exemple... Le lactose, la digestion du lactose se fait au moyen de l'enzyme lactase. L'enzyme lactase qui est sécrétée par l'intestin. Donc on dit souvent, oui, une fois qu'on est adulte, on ne sécrète plus l'enzyme lactase, donc on ne peut plus digérer le lactose. On dit aussi souvent qu'il y a certains types de personnes qui ne peuvent pas digérer le lactose de base, génétiquement,
parce qu'ils n'ont pas l'enzyme lactase. Sauf que on observe que cette production d'enzyme lactase, elle est vraiment modérée par l'état de la muqueuse intestinale, parce que c'est la muqueuse intestinale qui produit cette enzyme-là. Et ça peut aussi être lié à l'équilibre hormonal. Par exemple, les œstrogènes. La quantité d'œstrogènes peut influer sur la production d'enzyme lactase. Les histamines, si on est réactif aux histamines, donc des allergies en tout genre, même environnementales, peuvent influer sur la production d'enzyme lactase. Donc il y a plein d'éléments, mais tout se rejoint à peu près sur la qualité de la muqueuse intestinale. Il y a beaucoup de peuples qui, par exemple, n'avaient pas le gène qu'on reconnaît comme étant le gène de persistance de l'enzyme lactase, comme par exemple les peuples de Mongolie, etc., et qui consomment énormément de produits laitiers. Et souvent, c'est des produits laitiers soit crus, soit fermentés, etc. Et ils le digèrent très bien puisque ça fait des années et des années que c'est la base de leur alimentation. Donc, je pense qu'on se crée beaucoup d'allergies et d'intolérances de par le processing déjà des aliments. C'est-à-dire que si de base on a un aliment qui est intrinsèquement indigeste, de toute façon, ça va être beaucoup plus difficile de le digérer et ça, à terme, peut créer de l'inflammation et de la porosité intestinale. Mais si de base, on a déjà un intestin qui est abîmé ou un système immunitaire au niveau des histamines qui est activé ou au niveau de l'équilibre hormonal, quelques déséquilibres, et là, on peut aussi se créer des déséquilibres au niveau de l'alimentation, des intolérances, des réactions au niveau intestinal, au niveau digestif, de par le terrain, encore une fois. Donc ça peut être le processing des éléments et ça peut être le terrain, l'exposition aux toxines, etc. Mais c'est rarement un aliment comme ça qui a été consommé depuis des éons. C'est pas lui intrinsèquement qui est le problème. C'est notre contexte en termes de pollution, notre contexte intérieur en termes de fonction organique et le processing qu'on inflige parfois à cet aliment-là. Je pense que c'est plus ça qui du coup va vraiment définir pourquoi on peut créer des allergies si tôt, par exemple. Une question, je voudrais revenir un petit peu spécifiquement sur l'anxiété. Des personnes qui viennent te voir, qui se plaignent d'anxiété, peut-être de morale bas, ou je m'inquiète tout le temps, j'ai des pensées à 1000 à l'heure, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois le plus, toi, au niveau physiologique ? Est-ce que ça a plus un rapport, j'imagine que tu vas me dire les deux, mais avec le microbiote, avec les hormones. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu observes qui est fréquent en lien avec la santé mentale et peut-être plus spécifiquement avec l'anxiété et parce que c'est pas la même problématique, la déprime, un moral bas. Parce que moi, c'est ce que je rencontre beaucoup dans les personnes que j'accompagne. Souvent, ce qui peut se passer, tu parles dans l'aspect microbiote, souvent des personnes qui vont avoir des soucis d'anxiété, mais même si c'est un problème qui est différent d'un point de vue psychologique, au niveau physiologique, on retrouve souvent les mêmes soucis. L'exposition aux moisissures, d'avoir une présence de candidose, d'avoir une présence de parasites ou un déséquilibre au niveau bactérien dans le microbiote peut carrément influer sur l'anxiété, sur la joie ou la dépression, etc. Dans le sens où le microbiote va lourdement influer sur la production de neurotransmetteurs. On parle souvent de la sérotonine, mais il n'y a pas du tout que ça. Même au niveau de la production de dopamine, même au niveau de la production des autres neurotransmetteurs, l'équilibre des neurotransmetteurs entre eux. Donc tout le fonctionnement cognitif peut être très grandement impacté par justement la qualité du microbiote. Donc ça c'est important. Donc qualité du microbiote dit qualité de la digestion. Mais qui dit qualité de la digestion dit aussi qualité de l'équilibre hormonal et du système nerveux, etc. Donc tu vas avoir cet impact microbiotique, mais tu vas aussi avoir l'impact hormonal. Souvent ça va être des personnes qui justement sont en mode survie depuis longtemps, qui sont en sécrétion de stress chronique, peu importe la stimulation, qu'elle soit encore une fois psycho-émotionnelle, relationnelle, toxique, métabolique, nutritionnelle, tous les types de stress, mais qui justement sont dans cet état de survie, et que du coup il y a une capacité à tolérer le stress, à encaisser le stress qui s'est vraiment amoindrie. Et du coup, on va avoir des gens qui... y a plus la régulation du système nerveux qui se fait correctement. Parce que y a eu une sécrétion d'hormones de stress trop importante sur trop longtemps. Donc ça peut souvent être le cas. On peut avoir aussi pas mal de carences micronutritionnelles, tout simplement des carences en vitamine B, des carences en certains acides aminés. Parce qu'on sait que justement, que ce soit les vitamines B ou les acides aminés, qui viennent des protéines du coup, ont un impact aussi très important sur la production des neurotransmetteurs, sur la production des hormones thyroïdiennes, donc tout l'aspect, sur la détoxification hépatique aussi. Donc par exemple, quand on est saturé de toxines et qu'on a besoin que notre foie travaille correctement pour pouvoir détoxifier les éléments et les évacuer,
c'est quelque chose qui peut être problématique si on est en situation de carence. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'acides aminés, donc de protéines complètes, de tout le spectre. On a besoin de vitamine B, on a besoin de minéraux, de vitamines liposolubles, etc. Si on manque de ces éléments-là, au niveau de la production des neurotransmetteurs, au niveau de la détoxification des toxines hépatiques, qui peuvent aussi venir du microbiote, encore une fois, tout est vraiment lié, ça se passe mal. Ça se passe mal, c'est ralenti, etc. Donc, purement physiologiquement, on va avoir des symptômes comme de l'anxiété, des symptômes comme de la déprime, des symptômes comme des changements d'humeur brusques, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, du brouillard mental. Enfin, il y a plein de choses d'un point de vue cognitif et psychologique qui peuvent se manifester et qui peuvent avoir une origine soit microbiotique, soit hormonale, soit des carences nutritionnelles importantes. Ouais, merci pour ça. Effectivement, tout est lié finalement et parce que si je remonte un petit peu, tu vois, et que là en t'écoutant, je pense au figement fonctionnel, à cet état du système nerveux où il y a tellement d'énergie dorsale et tellement d'énergie sympathique à la fois dans le système. Le système nerveux, du coup, il sait plus et il envoie des messages au corps complètement... disons qu'il perçoit, du matin au soir, il perçoit qu'il échappe à un lion, quoi. Il perçoit qu'il est en train de... il doit sauver sa peau. Et comment être régulier au niveau émotionnel, au niveau psychologique, si ton corps perçoit constamment qu'il est en train d'échapper à un lion? C'est juste pas possible. C'est-à-dire, de toute façon, tu vas être dans un mode de surréaction, dans un mode d'inquiétude, dans un mode... Yes. Au long terme, c'est de toute façon ce qui s'installe. Et le figement, c'est même l'étape d'après. Ça veut dire qu'on est même allé en conservation d'énergie parce que dans le moment du trauma, si c'était un gros choc ou si c'était un trauma répété, je suis même allée dans le figement, dans cette conservation d'énergie où le corps, il dit « Ok, je suis prêt à mourir. » Tu vois, on appelle ça l'impuissance apprise aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et du coup... Tout mon organisme, il est comme ça. Et du coup, pour pouvoir fonctionner au quotidien, je dois faire appel aux hormones de stress. J'ai pas d'autres, leviers, finalement. Et effectivement, oui, on peut s'imaginer les conséquences sur le microbiote et les hormones. C'est une catastrophe. Comment est-ce que tu travailles, toi, avec le système nerveux en nutrition? Et justement, c'était une curiosité personnelle aussi. On a beaucoup parlé de l'assiette de nutrition ancestrale, donc on a bien compris, elle est vraiment sur des choses pas du tout transformées, et l'aliment, c'est le nutriment. Est-ce que tu utilises quand même certains compléments alimentaires qui peuvent être intéressants, ou c'est vraiment food first? Comment tu travailles, toi? Principalement, ouais. C'est l'alimentation est la fondation. On peut trouver... vraiment normalement la majorité de ce dont on a besoin dans l'assiette, mais justement si on sort des dogmes restrictifs, si on se permet les aliments qui ont toujours été consommés, qui sont très riches en nutriments et qui sont digestes, y compris du royaume animal, du royaume végétal, etc. Si on sort de l'exclusion et de la pensée de restriction, on peut vraiment trouver tout ce dont on a besoin dans l'assiette. Ça doit forcément être individualisé aux besoins spécifiques. En revanche, on parlait encore une fois de s'adapter au monde dans lequel on vit. Quand on a créé un déséquilibre, un extrême, parfois il peut être nécessaire de le compenser par un autre extrême. Si on juge le fait de prendre de faire de la micronutrition, c'est-à-dire de faire vraiment des nutriments spécifiques par des suppléments ou des choses comme ça, comme étant quelque chose d'extrême, ça peut parfois être une bonne béquille, c'est-à-dire une nécessité absolue, pas forcément, mais une très bonne béquille, absolument. Parce que on compense, pour retrouver le centre et l'équilibre, on peut avoir besoin de compenser un extrême par un autre. Et donc de céder vraiment de nutriments bien dosés, d'une bonne forme qui soit assimilable, etc. Momentanément, on peut céder de ça. Ça peut être une bonne béquille. Donc c'est plus l'aspect micronutritionnel, nutrition fonctionnelle, etc., qui va quand même avoir son importance dans le fait de réguler, on va dire, les différents systèmes et d'équilibrer tout ça. Mais l'alimentation est vraiment, vraiment toujours la base. Et on peut solutionner l'écrasante majorité des soucis juste en se focalisant sur l'alimentation et le mode de vie. Justement, en apportant les micronutriments dont on a besoin pour telle et telle fonction, en mangeant par rapport à nos besoins pour soutenir correctement la glycémie, pour soutenir correctement le système nerveux. Donc c'est vraiment l'alimentation et le mode de vie qui passent avant. Ok, même avec, du coup, parce que tu sais, on parlait au début, du coup on va boucler la boucle, mais de SIBO, Candida et tout ça, peut y avoir cette idée que il faut éliminer les mauvaises bactéries ou quelque chose comme ça, et que là on va venir avoir recours à certaines plantes ou certains compléments alimentaires. Même pour ça, tu dirais, c'est une curiosité, on peut faire avec l'alimentation? Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, le corps est en déséquilibre, il a un excès de toxines et il a, par exemple, des déséquilibres au niveau de la digestion, par exemple.
Si au long terme, donc voilà, par tel ou tel problème, tu n'arrives pas à correctement digérer au niveau gastrique, tu vas envoyer à ton intestin des aliments qui ne sont pas correctement digérés, donc pas correctement assimilables. Okay, si en plus tu as des problèmes au niveau de la muqueuse intestinale, c'est pareil, ça ne va pas être assimilable correctement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que ces éléments, ils ne peuvent pas être assimilés par le corps, donc ils doivent quand même disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc ils vont être fermentés, ou ils vont être putréfiés par les membres du microbiote. Quand tu as des toxines, on sait qu'on est exposé à un paquet immense de toxines aujourd'hui, des métaux lourds, des toxines en tout genre, tout ça c'est pareil. Quand c'est dans le corps, il va bien falloir s'en débarrasser. Et il y a des éléments dont le corps ne peut pas se débarrasser tout seul. Qu'est-ce que la nature a comme mécanisme? C'est d'appeler entre guillemets les décomposeurs. Paradoxalement, quand on a une infection de parasite, quand on a une infection de candida ou autre chose, c'est une tentative de guérison de la part de la nature. C'est qu'en gros, elle appelle ces décomposeurs à venir décomposer ce dont le corps ne peut pas se séparer tout seul. Donc ils sont paradoxalement là pour aider. Ils sont là pour aider à éliminer l'excès toxique. L'excès toxique, qui soit de nature nutritionnelle ou de nature une source de pollution. Mais ils sont là voilà, pour t'aider à éliminer ce genre de choses. Donc est-ce qu'il vaut mieux les éliminer directement, ou est-ce qu'il vaut mieux comprendre déjà l'origine de pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cet excès de toxémie? Et donc le besoin de la nature de venir appeler ces décomposeurs pour justement t'aider à gérer toutes ces toxines. Mieux vaut remonter plutôt à l'origine de cette toxémie, puisse-t-il être voilà, une source de pollution ou un déséquilibre au niveau de la digestion ou ce genre de choses. Rééquilibrer ça, rééquilibrer les fonctions organiques, la capacité du corps aussi à détoxifier, la capacité du corps à correctement assimiler les nutriments. Et déjà, quand on rééquilibre ça, dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de tuer et d'éradiquer tout ce monde-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles il y a besoin de céder de plantes. Parfois, quand on va dire l'équilibre du microbiote est vraiment devenu catastrophique, on peut avoir besoin de céder de plantes, on peut avoir besoin de céder de certains micronutriments spécifiques pour rééquilibrer les choses. Mais dans l'idéologie, c'est ça, c'est que ce sont des décomposeurs et ils sont là pour aider à corriger un déséquilibre de base. Donc mieux vaut remonter au déséquilibre, solutionner ce déséquilibre et l'équilibre des fonctions organiques, digestives, etc., avant de chercher à tuer et à éradiquer le microbiote. De voir, voilà, la nature, c'est un écosystème. Le microbiote, comme dans la nature, c'est un écosystème. Donc il y a différentes populations, tout s'équilibre, entre tous les éléments s'équilibrent les uns entre eux. Ouais, on peut imaginer l'état de nos écosystèmes quand on voit l'écosystème autour de nous. Oui, exactement. Il y a des choses à faire. C'est pour ça qu'on a tant de problèmes au niveau du microbiote, etc. Parce que nos organismes ont vraiment besoin d'aide, notamment quand ils sont en situation de dénutrition, qu'ils manquent de nutriments, etc. Ils ont vraiment besoin d'aide pour éliminer toutes ces toxines. Donc on peut se retrouver très facilement avec des infections du microbiote type candida, type parasite, etc. Même au niveau des bactéries. Merci pour ça, Victor. Je pense que ça va être hyper aidant pour plein de personnes qui vont nous écouter. Du coup, ce que je retiens, c'est que l'alimentation, justement, et je pense que ça va être le titre de cet épisode, elle peut nous garder en survie ou nous permettre de guérir finalement. Toi, est-ce que ton message c'est ça? Est-ce que c'est bien dit ou pas? Oui, exactement. Un truc que j'écris parfois dans mes posts, une petite phrase que j'étais tout content d'avoir trouvé, c'est juste de l'avoir comme une fondation, pas comme une restriction. C'est-à-dire à partir du moment où tu vois l'alimentation comme une fondation et qu'on cesse d'avoir cette perception d'ennemi et de restriction et d'éviction, etc., qu'on voit vraiment l'aspect penser en termes de nutriments. Et quand on pense en termes de nutriments, les nutriments sont ensuite les correspondances des fonctions organiques du corps. C'est-à-dire toutes les fonctions sont médiées par les nutriments. Donc penser en termes de nutriments et voir l'alimentation comme une fondation, pas comme une restriction. C'est ça qui est vraiment, je pense, le prisme qui va changer ensuite le rapport qu'on peut avoir à l'alimentation. Un regain de liberté déjà, même psychologique, et une résilience bien plus importante au niveau physiologique. Le fait d'apporter tout ce dont notre corps a besoin par une mentalité d'abondance plus qu'une mentalité de restriction. Ouais, et là où je vois un lien avec le système nerveux, c'est qu'aussi plus on commence à sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Moi, tout le travail que je fais, c'est beaucoup ce travail d'interoception, avec des pratiques somatiques, d'aller sentir ce qui se passe à l'intérieur. On sent aussi, on commence à sentir si on digère ou pas. On commence à sentir ce qui nous convient ou ce qui nous convient moins bien. Et il y a une grande liberté, effectivement, là-dedans, parce que comme tu dis, on peut se libérer des idéologies peut-être qu'on avait adoptées.
Non, exactement, c'est ce que tu disais aussi d'un point de vue purement nerveux, c'est l'anesthésie en fait. Plus on accumule les problèmes, moins on a des feedbacks de la part du corps. Plus on est dans cette espèce d'anesthésie de survie. Et plus on récupère on va dire une résilience et une santé, plus on va aussi retrouver les sensations du corps. Vraiment, il nous guide à nouveau vers ce qui est bon, ce qu'il aime pas, etc., ce qui fonctionne pour lui. Donc c'est là où on peut avoir déjà une meilleure relation avec son corps et aussi une bien plus grande résilience au stress. Quels que soient les stress, on peut tolérer beaucoup plus de choses, même dans l'assiette. C'est-à-dire qu'on peut réélargir les horizons à partir du moment où on apporte tout ce dont on a besoin à notre corps, plutôt que de faire des restrictions et finir par une assiette vide et toujours autant de symptômes. On met d'abord ce qu'il y a besoin pour que le corps fonctionne, et ça, paradoxalement, c'est ce qui permet ensuite de réélargir les horizons et d'avoir le moins d'ennemis possible dans l'assiette. Ouais, et si vous êtes sur le chemin, je veux juste dire que cette meilleure relation au corps, elle arrive à un moment. Mais quand on commence à sentir à nouveau, au début, c'est pas nécessairement agréable. Et je pense que c'est important de le dire parce que il y a des personnes qui peuvent... Ça arrive très très souvent, voilà, on sort un petit peu du figement comme ça et on recommence à sentir des choses. Puis ce qu'on sent beaucoup, c'est une douleur ou une tension ou oh, je digère pas très bien et on se dit oh là là, je suis en train de revenir en arrière, c'était beaucoup mieux avant, alors que non, justement, vous sentez à nouveau. Moi, je prends toujours cet exemple de, tu vois, quelqu'un... il y a eu un accident et la jambe, j'avais plus de sensation dans ma jambe. Quand on commence à ressentir la jambe, souvent c'est de la douleur en fait qu'on sent, mais on est content parce qu'on ressent à nouveau en fait, et ça veut dire que on est vivant aussi. Donc voilà, une meilleure relation à son corps, in fine, ça peut passer par des sensations qui sont pas toujours super agréables au début, mais au moins c'est une sensation. Et s'il y a de la sensation, c'est qu'il y a de la vie. Est-ce que tu as un dernier mot ou un conseil à des personnes qui voudraient commencer à s'engager sur ce chemin ? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, c'est où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce que tu proposes ? Comment est-ce que les personnes elles peuvent travailler avec toi ? Un mot pour vraiment commencer sur ce chemin-là, c'est justement de sortir, c'est le mot que je viens juste de dire, de sortir de la pensée de restriction, de sortir de l'idéologie qui essaie de trouver des ennemis spécifiques pour tel ou tel problème, ou qui essaie de donner... tel supplément ou telle cure pour tel problème. Et vraiment de penser en interconnexion, dans le fait que juste penser en termes de nutriments. Tu donnes à ton corps nutriments et circonstances. Donner les circonstances et les nutriments à ton corps, ce dont il a besoin pour fonctionner, et ensuite, lui fera tout le travail complexe. De ne pas essayer de faire l'alchimiste à sa place. C'est lui qui fera l'alchimie de tout ça. On lui donne juste les matières premières. Et vraiment lui apporter ça de manière la plus complète possible, tangible comme subtile, tangible par l'alimentation, subtile par des bonnes circonstances de vie, par des relations nourrissantes, par un environnement qui nous convient. Lui donner ces éléments-là, et ensuite il sera capable, lui, de faire le travail, de rééquilibrer tout ce qui a été déséquilibré avec le temps. Plutôt que d'essayer de faire la chirurgie soi-même de manière isolée, avec telle restriction, telle cure, tel supplément, tel machin. Juste de sortir de cette pensée-là et d'adopter du coup une pensée un peu plus abondante, plus riche. Ça, ce serait juste pour le point. Et ensuite, où est-ce qu'on peut me trouver ? C'est ça que tu me demandais, ouais. Donc, pour l'instant, ma principale vitrine, c'est sur Instagram. On peut me trouver sur Santé Ancestrale, santé-ancestral, sur Instagram. Et voilà, j'ai un site internet et du coup je fonctionne sous forme d'accompagnement, de suivi. Donc c'est des suivis, des coachings des coachings mensuels où on a plusieurs consultations, où on a des échanges par message, etc. Un accompagnement assez suivi, assez proche pour vraiment pouvoir mettre en place du coup une alimentation et un mode de vie qui fonctionne au mieux, qui donne justement tous les éléments dont on a besoin pour retrouver la santé. Donc je fonctionne comme ça, sous forme de coaching. Merci infiniment Victor. Pour vous qui nous écoutez, allez lire les posts de Victor sur Instagram. C'est plein de bon sens, c'est plein de connaissances, plein d'esprit, c'est hyper bien écrit. Donc je vous conseille absolument son contenu. Et voilà, si vous voulez travailler avec Victor, contactez-le via Instagram, via ton site internet. On peut te trouver. Merci infiniment pour cet échange qui était hyper éclairant, hyper instructif et qui va en aider plus d'un et plus d'une, j'en suis sûre. Merci Victor et je te dis à très vite parce que je te réinviterai sur le podcast, c'est sûr. Donc merci. Merci à toi Camille, Merci pour l'invitation. Merci et à bientôt, on se dit à bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir aussi d'échanger avec toi et au plaisir de réitérer l'expérience.